Ma belle-fille a organisé une fête surprise pour mon fils dans mon propre domaine à la campagne. Je n'étais pas invitée. Elle a publié « Notre maison, notre fête, notre famille ». Je suis restée silencieuse. À 23 heures, j'ai coupé le groupe électrogène. Obscurité totale. Ils ont entendu une voix. 23 heures. Ma main était moite, agrippant la télécommande du générateur. De l'autre côté de la propriété, j'entendais les rires, la musique forte, le tintement des verres, mon domaine, mes 30 ans de sueur. Et j'étais là, cachée comme une intruse sur mes propres terres. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur le bouton. Clic. L'obscurité a tout englouti. Une seconde de silence, puis les cris ont commencé. Aigus, désespérés. Le genre de cri qui sort quand on perd pied sans prévenir. J'ai pris le micro connecté au haut-parleur que j'avais secrètement installé autour du domaine. Ma voix est sortie déformée, grave, presque méconnaissable. Cette propriété a une propriétaire, et elle vous observe tous, un par un. Le silence qui a suivi était encore plus terrifiant que les cris. J'entendais le son des téléphones portables qu'on allumait à la hâte, de faibles lumières vacillant dans le noir comme des lucioles effrayées. Vous avez violé une propriété privée, vous avez menti, vous avez volé, tout est enregistré. Les autorités sont déjà au courant. Puis ce fut la débandade. Des gens qui trébuchent, qui jurent. Quelqu'un est tombé dans la piscine. Quelqu'un d'autre a renversé la table du gâteau. C'était un chaos délicieux. Mais comment en suis-je arrivée là? Comment une veuve de 68 ans, une mère dévouée, a-t-elle fini par couper le courant de son propre domaine pour chasser son propre fils? Laissez-moi revenir en arrière, car cette histoire n'a pas commencé cette nuit-là. Elle a commencé bien avant. Et ce que vous allez entendre vous fera bouillir le sang tout autant que le mien. Si vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un de votre famille vous traitait comme un paillasson, qu'ils utilisaient votre générosité comme une faiblesse, alors vous comprendrez chaque mot que je vais dire. Et si vous n'êtes pas encore passé par là, soyez attentifs, car cela peut arriver à n'importe qui. Je m'appelle Hélène, et voici l'histoire de comment j'ai failli perdre tout ce que j'ai construit et comment j'ai reconquis ma dignité dans le noir. Si vous voulez entendre de vraies histoires de personnes qui se sont relevées quand tout le monde s'attendait à les voir tomber, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui va suivre n'est pas un conte de fées. C'est la vraie vie, brute et sans filtre. Mais avant de vous raconter comment j'en suis arrivée à cette coupure de courant, je dois vous faire comprendre qui je suis et surtout ce que ce domaine signifie. Parce que ce n'était pas seulement un lopin de terre, c'était chaque goutte de sueur de moi et de mon défunt mari, Gérard, transformée en racines, en briques, en un rêve, une propriété de 5 hectares dans le Perche. Quand je dis ça, les gens pensent au luxe, à l'argent facile. Ils n'en savent rien. Chaque centimètre de cette terre nous a coûté du sang. Mon mari Gérard était maçon. J'étais institutrice dans une école publique. Nous ne sommes pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Ce que nous avions, c'était une volonté de faire et un caractère bien trempé qui refusait d'accepter que les gens qui travaillent dur ne puissent pas avoir leur propre petit coin de paradis. Nous avons acheté le terrain en 1987. C'était une friche, pleine de ronces et de terre dure. Gérard passait la semaine à travailler sur des chantiers à Paris et chaque week-end, nous montions là-haut. Il creusait, montait des murs. Je portais des briques, préparais le mortier, je peignais. Nos enfants, Daniel et Victoria, ont grandi en nous voyant construire cet endroit de nos propres mains. Ça nous a pris 30 ans. 30. Aucun entrepreneur ne l'a fait. C'est nous. La maison principale a 5 suites, chacune décorée avec des choses que nous avons chinées lors de simples virées dans la campagne. La salle de réception a été construite brique par brique pendant un été si chaud que je me suis évanouie 2 fois. La piscine chauffée était le rêve que nous avons réalisé quand Gérard a enfin pris sa retraite. Le terrain de foot, il l'a construit lui-même parce qu'il voulait voir ses petits-enfants y jouer un jour. Le barbecue en briques sur mesure est énorme. Gérard disait qu'il devait être assez grand pour un cochon de lait quand toute la famille viendrait. Il adorait recevoir. Il organisait des barbecues qui duraient toute la journée. Il jouait de sa vieille guitare, racontait de mauvaises blagues. Le domaine était l'endroit le plus heureux du monde. Jusqu'en 2018, quand il a eu une crise cardiaque foudroyante. Il s'est effondré sur la terrasse, en regardant le coucher de soleil qu'il aimait tant. Il n'y a pas eu de temps pour les adieux. Pas de temps pour rien. Je suis devenue veuve à 61 ans. Et soudain, cet immense endroit est devenu trop vide, trop silencieux. Je marchais dans les pièces et j'entendais l'écho de mes propres pas. Je voyais le fauteuil où il s'asseyait, sa tasse encore dans le placard, ses pantoufles près de la porte. J'ai pensé à vendre, je vous jure que j'y ai pensé.
Mais chaque fois que j'envisageais l'idée, j'avais l'impression de trahir notre histoire. Alors, j'ai décidé que je le maintiendrais debout, seul s'il le fallait. Mes enfants avaient leur propre vie. Daniel, l'aîné, 43 ans, avocat, a toujours été le responsable. Sérieux, concentré, du genre à planifier l'avenir. Nous avons payé l'intégralité de ses études dans une grande école de commerce. Nous lui avons donné l'apport pour son appartement à Boulogne-Billancourt. Nous l'avons aidé chaque fois qu'il en avait besoin. Victoria, 39 ans, médecin, plus décontractée, mariée à Romain, un professeur de sport. Ils ont 2 enfants, mes petits-enfants, Léo et Mia. Je les ai aidés financièrement aussi. J'ai toujours mis un point d'honneur à le faire, parce que c'est ce que font les parents, n'est-ce pas? Ils se sacrifient, ils donnent, ils construisent des ponts pour que leurs enfants n'aient pas à nager aussi durement que nous. Après la mort de Gérard, le domaine est devenu ma raison d'être. Je me levais tôt, j'y allais au moins 2 fois par semaine. Je m'occupais du jardin, je nettoyais, j'organisais. J'avais une gardienne, Marlène, qui m'aidait, mais je tenais à être présente. C'était mon lien avec lui, ma façon de garder Gérard en vie. La taxe foncière seule s'élevait à 5 000 € par an. L'électricité, selon le mois, atteignait 300 €. L'entretien de la piscine, du terrain, des arbres fruitiers, encore 500 € par mois. J'avais ma retraite d'enseignante et la pension de réversion de Gérard. C'était suffisant, parfois juste, mais suffisant. Je ne me suis jamais plainte, car cet endroit valait chaque centime. Un agent immobilier m'a offert 5 millions d'euros pour la propriété. J'ai refusé sur le champ. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de mémoire, de dignité, de ne pas abandonner ce pourquoi nous nous étions tant battus. Daniel a même commenté à l'époque « Maman, c'est beaucoup d'argent. Tu pourrais vendre, acheter un appartement plus petit, vivre confortablement ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Mon fils, je vis déjà confortablement. Ce domaine n'est pas un fardeau. Ce sont mes racines. » Il n'a pas insisté à l'époque. Mais j'aurais dû remarquer la lueur différente dans son regard quand j'ai mentionné la valeur. J'aurais dû réaliser que certains enfants regardent leurs parents et voient un patrimoine avant de voir une personne. J'aurais dû réaliser que la femme qu'il avait choisie pour épouse voyait ce domaine avec des yeux qui redécoraient déjà, rénovaient, publiaient sur les réseaux sociaux. Mais je ne l'ai pas réalisé parce qu'une mère pense toujours connaître ses enfants, pense toujours que l'amour est une garantie suffisante contre la trahison. Et c'est là que tout a commencé à s'effriter, lentement, silencieusement, comme des termites qui rongent de l'intérieur jusqu'à ce que toute la structure cède. Car il y a 4 ans, Daniel m'a présenté Amandine, et moi, naïve, j'ai souri et serré dans mes bras la femme qui allait essayer de me voler tout ce que j'avais. Amandine avait 35 ans quand elle a rencontré mon fils. Directrice de publicité, cheveux blonds platine, du genre qui coûte une fortune à entretenir. Ongles toujours impeccables, en gel, manucure parfaite, vêtements de marque, sac à main griffé, talons hauts même pour aller au coin de la rue. La première fois qu'elle a mis les pieds au domaine, c'était comme si elle entrait dans un showroom. Elle n'a pas regardé les arbres que nous avions plantés. Elle a regardé le potentiel. Elle n'a pas vu l'histoire. Elle a vu une publication Instagram. « Quel espace incroyable, maman !» a-t-elle dit avec cet enthousiasme qui semblait répéter. « On pourrait faire tellement de choses ici, des événements, des mariages, des fêtes à thème. » J'ai souri poliment. Nous l'utilisons juste pour la famille. C'est notre petit coin de paix. Elle a eu un petit rire. La paix, c'est bien, mais un endroit comme celui-ci qui reste inoccupé, c'est du gâchis, non? Gérard disait toujours que j'avais un 6e sens pour les gens faux. Ce jour-là, mon estomac s'est noué, mais j'ai balayé ce sentiment sous le tapis. Après tout, mon fils était amoureux. Et quelle mère veut gâcher le bonheur de son fils? Le mariage fut grandiose, coûteux. Amandine s'est assurée que chaque détail soit parfait. La cérémonie a eu lieu dans un corps de ferme historique de la région, avec un traiteur qui a coûté 20 000 € et une décoration digne d'un magazine. Daniel a payé la moitié. J'ai aidé avec 10 000 €. Ses parents, des commerçants de province, ont couvert le reste. Pendant la réception, Amandine m'a prise à part. Sourire d'une blancheur éclatante, parfum entêtant. « Maman, merci pour tout. Tu es une mère incroyable. » Une pause calculée. Tu sais, Daniel et moi, on parlait. Quand on aura des enfants, ce serait tellement merveilleux pour eux de grandir en venant au domaine chaque week-end, pour se créer des souvenirs, tu vois? Mon cœur s'est réchauffé. Bien sûr, ma chérie.
Le domaine est pour la famille. Elle m'a serré la main. Trop fort. Exactement. Pour la famille. À l'époque, j'ai pensé que c'était affectueux. Aujourd'hui, je vois que c'était une revendication. Les premiers mois furent calmes. Ils venaient le dimanche. Amandine prenait 1 millier de photos, publiait tout, taguait toujours l'endroit, toujours avec des légendes comme « notre refuge » ou « la famille ». C'est tout. J'ai même trouvé ça mignon. Mais ensuite, les suggestions ont commencé. « Maman, pourquoi tu ne changes pas la couleur de la façade? Ce beige fait un peu années 90. Ce barbecue est si grand, mais il a l'air un peu vieux, non? Un en acier inoxydable serait magnifique. Cette chambre d'amis pourrait être un bureau. Daniel travaille tellement, ce serait parfait. » J'esquivais. Je disais que j'aimais les choses comme elles étaient, que la maison avait la touche de Gérard et la mienne. Amandine souriait, mais le sourire n'atteignait jamais ses yeux. Un jour, elle est arrivée avec une décoratrice d'intérieur sans me prévenir. Surprise, maman. J'ai engagé Cynthia pour nous donner quelques idées de modernisation, juste pour donner un coup de jeune à l'endroit, tu sais, pour augmenter sa valeur. Je me suis figée. Amandine, je n'ai pas demandé ça. Je sais, c'est un cadeau de ma part. Tu mérites de vivre dans un espace au goût du jour. La décoratrice a commencé à prendre des mesures, à prendre des notes, à suggérer des démolitions. Des démolitions? Dans ma maison. J'ai pris une profonde inspiration. Madame, merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Amandine, il faut que je te parle. Je l'ai emmenée sur la terrasse, loin de la décoratrice. Ma chérie, j'apprécie l'intention, mais cette maison n'a pas besoin d'un coup de jeune. Elle est parfaite comme elle est. Chaque coin recèle un souvenir. Je ne changerai pas ça. Amandine a croisé les bras. Sa posture a changé. D'accord, maman. Mais ne penses-tu pas que tu es un peu trop attachée? Je veux dire, Gérard n'est plus là. La vie continue. J'ai senti un couteau dans ma poitrine. Amandine, ne parle plus jamais de mon mari de cette façon. Elle a levé les yeux au ciel. Pour la première fois, j'ai vu qui elle était vraiment. Oh, désolée, je ne voulais pas offenser. C'est juste que tu es tellement résistante au changement. Ce n'est pas sain. Daniel est apparu à ce moment-là. Tout va bien ici. Amandine s'est transformée. Voix mielleuse, yeux larmoyants. Ça va, mon chéri. J'essayais juste d'aider ta mère, et elle s'est fâchée contre moi. J'ai regardé mon fils, m'attendant à ce qu'il me défende, à ce qu'il dise qu'il comprenait que cette maison était sacrée. Mais il a juste soupiré, fatigué, comme si j'étais le problème. Maman, Amandine essayait juste d'aider. Tu n'as pas besoin d'être si rigide. Rigide. Moi qui ai construit cet endroit de mes propres mains, ils sont partis tôt ce jour-là. Amandine n'a même pas dit au revoir. Je suis restée seule sur la terrasse, à regarder le coucher de soleil, le même que Gérard regardait. Et pour la première fois depuis sa mort, je me suis sentie complètement seule, parce que j'ai réalisé que la menace ne venait pas de l'extérieur. Elle venait de ma propre famille. Marlène, la gardienne, m'a apporté un café. Elle s'est assise à côté de moi. Madame Hélène, cette fille n'est pas bonne, elle jauge toujours tout du regard. L'autre jour, elle a demandé combien valait la propriété. Mon sang s'est glacé. Vous êtes sûre? Certaine. Je lui ai dit que je ne savais pas, mais elle a insisté. Je l'ai remerciée pour le café, mais je n'ai pas pu le boire. La boule dans ma gorge était trop grosse. Cette nuit-là, seule dans mon appartement en ville, j'ai regardé de vieilles photos. Moi et Gérard, jeunes, couverts de poussière de ciment, souriants. Daniel bébé dans ses bras, Victoria apprenant à marcher sur la pelouse qui n'existait à peine. Étais-je paranoïaque? Était-ce juste de la jalousie de belle-mère? Mais quelque chose en moi, ce 6e sens que Gérard appréciait tant, criait « Fais attention ». Amandine ne voulait pas aider, elle voulait conquérir. Et le pire, c'est que mon fils ne le voyait pas. Ou pire encore, il le voyait et il la choisissait. 6 mois après l'incident avec la décoratrice, les choses semblaient être revenues à la normale. Amandine était plus discrète. Daniel venait me voir seule parfois. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai pensé que j'avais surréagi. Quelle idiote j'étais. Un mercredi après-midi, Daniel est arrivé au domaine à l'improviste. C'était étrange. Il appelait toujours avant. Le travail d'un avocat est prenant. Il n'avait pas l'habitude de faire des visites surprises en pleine semaine. J'étais assise sur la terrasse, sirotant un thé glacé quand j'ai entendu sa voiture à l'entrée. Je me suis levée, excitée. Mon fils,
Quelle bonne surprise. Il est sorti de la voiture lentement, les mains dans les poches, la posture de quelqu'un qui a répété une conversation difficile. « Salut, maman. Je peux m'asseoir? » « Bien sûr. Tu veux un café? J'ai fait un gâteau au yaourt aujourd'hui. »« Non, merci. » Il s'est assis, mais il ne me regardait pas dans les yeux. « Maman, je dois te parler de quelque chose de sérieux. » Mon cœur s'est emballé. « Maladie, divorce, argent? Vas-y, mon fils, tu m'inquiètes maintenant. » Il a pris une profonde inspiration. « C'est à propos du domaine. » Silence. Amandine et moi, on pensait... « Tu passes la plupart de ton temps dans ton appartement en ville, n'est-ce pas? Tu viens ici 2, 3 fois par semaine au maximum. L'endroit reste vide. C'est trop grand pour une seule personne. Je n'aimais pas la direction que cela prenait. Daniel, je m'occupe très bien de cet endroit. Marlène m'aide. Tout est en ordre. Je sais, maman. Ce n'est pas ça. Une pause. On pensait à établir un acte de démembrement de propriété. Tu resterais la propriétaire légale. Tout reste à ton nom. Mais nous prendrions en charge l'entretien. La maintenance, on pourrait l'utiliser les week-ends. Ce serait bien pour tout le monde. Démembrement de propriété. Les mots ont résonné dans ma tête comme un coup de feu. Daniel, es-tu en train de me demander de céder l'usage de ma maison? Ce n'est pas céder, maman. C'est partager. Tu ne l'utilises pas tant que ça, de toute façon. Qui dit que je ne l'utilise pas? Il a soupiré avec impatience. Maman, sois honnête. Tu viens ici, tu restes quelques heures, et tu retournes en ville. Cet endroit reste vide toute la semaine. C'est du gâchis. On pourrait l'optimiser. Organiser des événements, même le louer occasionnellement pour couvrir les frais. Le louer? Je me suis levée de ma chaise. Tu veux louer la maison que ton père a construite de ses propres mains? Tu n'as pas besoin d'être si dramatique. Dramatique. Il m'a traité de dramatique. Daniel, ce domaine n'est pas un investissement, c'est notre vie. Ce sont tous les week-ends que ton père a passés ici au lieu de se reposer. C'est chaque brique que j'ai portée quand j'étais enceinte de toi. C'est là que ses cendres sont dispersées sous ce vieux chêne. Il est devenu tout rouge. Maman, c'est exactement pour ça. Tu es bloquée dans le passé. Papa est parti. La vie continue. Nous devons être pratiques. Pratique? Qui t'a appris à parler comme ça? C'est elle, n'est-ce pas? Ne mêle pas Amandine à ça. Elle est au milieu de tout ça. Je parie que c'est elle qui t'a mis cette idée en tête. Daniel s'est levé, agité. Amandine ne veut que le meilleur pour notre famille. Contrairement à toi, qui préférerait laisser cet endroit tomber en ruine plutôt que de nous laisser en faire quelque chose de productif, les mots « tomber en ruine » ont fendu l'air comme un rasoir. Je suis restée là, en silence, à regarder mon fils, l'homme que j'avais porté, allaité, appris à marcher, à lire, à être une bonne personne, et j'ai vu un étranger en face de moi. Daniel, penses-tu vraiment que je laisse cet endroit tomber en ruine? Il a détourné le regard. Je pense que tu es trop attaché aux choses matérielles, et ce n'est pas sain. Attaché aux choses matérielles. 30 ans de sueur étaient devenus un attachement. Sors de ma maison. Il a cligné des yeux, confus. Maman? J'ai dit, sors de ma maison. Tu surréagis maintenant. Dehors, Daniel. Il a attrapé ses clés de voiture, agacé. D'accord, je pars. Mais quand tu retrouveras la raison et que tu réaliseras que j'ai raison, nous reparlerons. Il est monté dans sa voiture, a claqué la portière et a démarré en trombe, soulevant la poussière du chemin de terre. Je suis restée sur la terrasse, tremblante, non pas de peur, mais de rage. Marlène est apparue avec un verre d'eau. Madame Hélène, respirez. Ce n'est pas bon pour votre cœur. J'ai bu l'eau d'une traite. Marlène, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où est-ce que j'ai échoué dans son éducation? Elle a pris ma main, calleuse, chaude, réelle. Vous n'avez pas échoué. Mais cette femme a la langue bien pendue, et un homme amoureux est aveugle et sourd. Ce soir-là, je suis retournée à mon appartement en ville, le cœur brisé. J'ai appelé Victoria, je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis elle a dit doucement « Maman, je dois te dire quelque chose. Amandine a créé un groupe WhatsApp. Elle, Daniel, moi et Romain. Il s'appelle « La famille Miller, planification ». Mon sang s'est glacé. Planification de quoi? Le domaine, maman. Elle essaie de convaincre tout le monde que tu ne peux plus t'en occuper seule.
que nous devons prendre en charge la gestion. Ces mots, pas les miens. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Et toi? Tu es d'accord avec ça? Non, maman. Je leur ai dit que c'était absurde, que tu es lucide, en bonne santé, maîtresse de tes décisions. Mais Daniel, maman. Daniel est de son côté. J'ai raccroché, je me suis assise sur le canapé, et pour la première fois en 7 ans, depuis la mort de Gérard, j'ai pleuré de désespoir. Parce que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement du domaine, il s'agissait de contrôle. Il s'agissait d'eux décidant de mon avenir sans me consulter. Il s'agissait de me transformer en une vieille femme incapable et jetable, juste pour justifier leur vol. Et le pire, c'est que mon propre fils menait la charge. J'ai passé toute la nuit éveillée, à fixer le plafond, à penser à ce groupe WhatsApp qui existait à mon insu, planifiant ma vie, ma propriété, mon avenir, comme si je n'existais pas. Le lendemain matin, Victoria m'a appelé tôt. « Maman, je vais t'ajouter au groupe. Tu dois voir ce qui se passe. » « Ma chérie, je ne sais pas si je veux. »« Maman, tu dois voir. » Quelques minutes plus tard, la notification est apparue. « Victoria vous a ajouté et, à la famille Miller, planification. » J'ai ouvert. 47 messages non lus. J'ai commencé à lire, et chaque mot était un coup de poignard. « Amandine, il y a 3 jours. Les amis, il faut qu'on ait une conversation sérieuse sur la situation d'Hélène. Elle ne gère plus le domaine seule. L'endroit tombe en ruine. » Tombe en ruine? Je venais de repeindre la clôture extérieure. Daniel. C'est vrai. Je lui ai parlé hier. J'ai essayé de suggérer le démembrement de propriété. Elle a pété un câble. Elle est devenue hystérique. Hystérique. Il m'a traité d'hystérique pour avoir défendu ce qui m'appartenait. Amandine, mon chéri, c'est normal. Les personnes âgées deviennent très attachées. Parfois, elles perdent le sens des réalités. Nous devons agir pour son propre bien, même si elle ne le comprend pas maintenant. Les personnes âgées perdent le sens des réalités. Ma main tremblait en tenant le téléphone. Romain, le mari de Victoria, les amis, avec tout le respect que je vous dois, ne devrions-nous pas parler avec Hélène et non à son sujet? Amandine, Romain, je comprends ton point de vue. Mais tu ne connais pas ta belle-mère aussi bien que nous. Elle est têtue. Si nous ne prenons pas les rênes, elle finira par tout perdre. Et si elle tombe, se blesse là-bas toute seule, qui sera responsable? Nous? Têtue. Encore ce mot. Daniel. Amandine a raison. Ma mère a toujours été difficile à gérer quand on la contredit. Nous devons penser stratégiquement. Stratégiquement. Mon fils complotait contre moi. Amandine, bon, l'équipe, voici ma suggestion. Nous prenons en charge la gestion du domaine. On peut même créer des revenus supplémentaires en le louant pour des événements. On partagera les bénéfices avec Hélène. Elle pourra toujours y aller quand elle veut, mais nous aurons le contrôle pour l'empêcher de faire des erreurs. Des erreurs? M'occuper de ce qui m'appartenait était une erreur. Daniel, j'aime bien l'idée. Mais il faut qu'elle signe l'acte de démembrement. Comment la convaincre? Amandine, laissez-moi faire. Je vais parler à un ami avocat. Il y a des failles juridiques quand une personne est âgée et vit seule. On pourrait plaider l'incapacité à gérer ses biens. Incapacité à gérer ses biens. Il voulait me faire déclarer incompétente. Victoria. Les amis, vous vous entendez parler. Ma mère a 68 ans, pas 98. C'est une enseignante à la retraite, une veuve. Elle est en pleine santé. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Amandine. Victoria, personne ne fait rien de mal. C'est pour sa protection. Un jour, tu comprendras. Victoria, la protection, c'est de respecter son autonomie. Daniel. Oh, arrête un peu, Victoria. Tu as toujours été la préférée de maman. Tu ne vois pas les choses rationnellement. Nous devons agir. La préférée de maman. Comme si l'amour d'une mère était une question de favoritisme. J'ai continué à lire. Il y avait des messages sur la valeur de chaque partie du domaine, sur le prix qu'il pourrait demander pour la location d'événements, sur les rénovations qu'il ferait, sur la façon de convaincre les avocats, sur la façon de me pousser hors de ma propre maison. J'ai arrêté de lire quand je suis arrivée à un message d'Amandine d'il y a 2 jours. Amandine. Salut les amis. J'ai récupéré un double de la clé du domaine chez le serrurier du coin. Je lui ai dit qu'Hélène l'avait autorisé. Maintenant, nous avons accès quand nous en avons besoin. Un emoji clin d'œil. Criminel. Elle avait volé la clé de ma maison. J'ai appelé le serrurier immédiatement. Monsieur Dubois, est-ce qu'une femme nommée Amandine a obtenu un double de mes clés? Un silence embarrassé.
Madame Miller, elle a dit que vous l'aviez demandé. J'ai pensé que... Vous avez donné un double des clés de ma maison à quelqu'un sans confirmer avec moi? Je suis vraiment désolée, Madame Miller. Elle avait l'air si sûre d'elle. Elle a dit qu'elle était votre belle-fille. J'ai raccroché, pris une profonde inspiration et pris la première décision stratégique. Je n'allais pas réagir avec émotion. J'allais réagir avec intelligence. J'ai appelé un autre serrurier. J'ai fait changer toutes les serrures du domaine le jour même. J'ai dépensé 600 € pour des serrures de haute sécurité avec des clés qui ne pouvaient pas être copiées sans pièce d'identité. Je n'ai rien dit à personne. J'ai installé 3 caméras de sécurité cachées, une à l'entrée, une près du barbecue, une dans la salle de réception. Elles étaient discrètes, sans lumière clignotante, connectées directement à mon téléphone. Marlène m'a aidée. Madame Hélène, vous faites ce qu'il faut. Ces gens ne sont pas bons. Je suis retournée sur le groupe WhatsApp. Je n'ai rien écrit, j'ai juste observé. Amandine continuait de planifier. Daniel continuait d'être d'accord. Romain et Victoria essayèrent de discuter, mais étaient ignorés. Puis est venu le message qui a tout changé. Amandine. Bon, les amis, c'est décidé. La semaine prochaine, on y va. On parle fermement à Hélène, et si elle n'est pas d'accord, on dépose une requête au tribunal. J'ai un avocat qui peut accélérer la procédure. Daniel. D'accord. Assez attendu qu'elle retrouve la raison. Que je retrouve la raison? J'ai regardé cet écran, le nom de mon fils, le nom de cette femme, et j'ai réalisé que pleurer ne résoudrait rien. Crier ne résoudrait rien. Supplier ne résoudrait rien. Parce que quand quelqu'un décide que vous ne comptez pas, aucun argument émotionnel ne fonctionne. J'avais besoin d'une stratégie. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin d'un plan. J'ai décroché le téléphone. J'ai appelé un avocat qu'une amie m'avait recommandé. Maître Lefebvre, spécialiste en droit de la famille et de la propriété. J'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé par la fenêtre de mon appartement. Le ciel était couvert. Il allait pleuvoir. Mais en moi, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. J'ai ressenti de la détermination. Parce que j'avais construit ce domaine. J'avais sué, saigné et pleuré pour cette terre. Et personne n'allait me l'enlever tant que j'aurais la force de me battre. Pas même mon propre fils. Maître Lefebvre avait environ 55 ans, des cheveux grisonnants et des lunettes discrètes. Son cabinet se trouvait dans un vieil immeuble du centre-ville, du genre avec un ascenseur à grille qui grince, rien de luxueux. Mais la façon dont il m'a accueilli, en me regardant dans les yeux, en me serrant fermement la main, m'a fait sentir que j'avais fait le bon choix. « Madame Miller, s'il vous plaît, asseyez-vous. Racontez-moi tout. » Et je lui ai raconté. Je lui ai montré les messages du groupe, le reçu des nouvelles serrures. Je lui ai parlé de la clé volée, des suggestions de démembrement, de la conversation avec Daniel. Il a pris des notes lentement, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a enlevé ses lunettes et m'a regardé avec un sérieux qui m'a donné des frissons. « Madame Miller, vous avez un dossier très solide. Ce qu'ils font, c'est de l'abus de faiblesse. C'est un délit. La violation de domicile, la copie non autorisée de clés, les tentatives de coercition psychologique, tout cela constitue un motif de poursuite. Mon cœur s'est accéléré. Je peux poursuivre mon propre fils? Vous le pouvez, et franchement, vous le devriez. Mais, a-t-il marqué une pause, voulez-vous vraiment vous engager dans cette voie? Une action en justice contre votre fils devient une guerre à vie. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas de guerre. Je veux juste qu'il me laisse en paix. Alors je vous suggère ce qui suit. Nous montons un dossier complet, capture d'écran, enregistrement, témoins. Nous le gardons comme un atout dans notre manche. S'ils tentent quoi que ce soit de légal contre vous, nous contre-attaquons avec tout ce que nous avons. Mais d'abord, attendons leur prochain mouvement. Attendre, mais ils vont continuer. Exactement. Et nous documenterons chaque étape. Plus nous leur donnerons de cordes, plus ils se pendront avec. J'ai quitté le cabinet avec un nœud à l'estomac, mais aussi avec un plan. 3 jours plus tard, un samedi matin, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Les caméras du domaine ont détecté un mouvement. J'ai ouvert l'application et je me suis figée. Amandine et Daniel étaient là sur mon domaine, sans permission, sans préavis. Elle avait essayé d'utiliser l'ancienne clé. Ça n'a pas marché. Alors ils sont entrés par effraction. Je l'ai vu sur les images. Daniel a forcé la fenêtre de la cuisine jusqu'à ce que le loquet cède. Effraction, filmée. Mais je n'ai pas appelé la police. Pas encore. Parce que je voulais voir jusqu'où ils iraient. J'ai tout regardé sur mon téléphone.
Amandine, marchant dans la maison comme si elle en était propriétaire, ouvrant les placards, mesurant les espaces, prenant des photos. Chérie, regarde cette salle. On peut facilement y mettre 80 personnes. On pourrait la louer 2000 € pour une soirée. En 2 mois, ça paierait la rénovation. Daniel errait dans les pièces, regardant les choses, s'arrêtant devant la photo de son père sur le mur. Il est resté là quelques secondes. J'ai cru qu'il pourrait ressentir quelque chose, mais il a juste secoué la tête et a suivi Amandine. Ils sont allés au barbecue. Amandine s'est plainte qu'il était vieux, laid, démodé. On va tout rénover. Acier inoxydable, moderne, éclairage LED. Ce sera spectaculaire. Et ma mère? Elle ne sera jamais d'accord. Amandine a haussé les épaules. Alors on ne demande pas la permission. On le fait, c'est tout. Elle s'y habituera. On le fait, c'est tout. Comme si j'étais un meuble, quelque chose à contourner. Ils sont restés environ 2 heures. Quand ils sont partis, ils ont laissé la fenêtre cassée ouverte, ne prenant même pas la peine de la fermer correctement. J'ai immédiatement appelé Maître Lefebvre. Je lui ai envoyé les vidéos. Parfait, Madame Miller. Maintenant, nous avons l'effraction en vidéo. Mais ne tirez pas tout de suite. Laissons-les se sentir en sécurité. Mais ils sont entrés par effraction chez moi. Je sais. Et ça va leur coûter cher, mais au bon moment. Je lui ai fait confiance parce que je n'avais pas vraiment le choix. J'ai appelé un artisan pour réparer la fenêtre. Nous l'avons renforcée avec un verrou intérieur. J'ai dépensé 150 € de plus. Marlène était furieuse. Madame Miller, c'est scandaleux. Comment un fils peut-il faire ça à sa propre mère? Je n'avais pas de réponse, car cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'avait de sens. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de Victoria. Maman, prépare-toi. Amandine organise une fête d'anniversaire surprise pour Daniel au domaine. Elle ne va pas t'inviter. J'ai lu le message 3 fois, pensant que j'avais mal compris. Comment ça? Elle ne m'invite pas? C'est l'anniversaire de mon fils dans mon domaine. Je sais, maman. Je lui ai dit ça. Tu sais ce qu'elle a répondu? Que tu ferais une scène, que tu gâcherais l'ambiance, qu'il valait mieux fêter ça uniquement avec les gens qui comptent vraiment pour lui. Les gens qui comptent vraiment. La mère qui lui a donné la vie, l'a élevé, a payé ses études, lui a donné un apport pour son appartement. Je ne comptais pas. C'est quand? Le 15, dans 10 jours. Et Daniel sait que je ne suis pas invitée? Un lourd silence à l'autre bout du fil. Victoria a répondu « Il est d'accord avec elle, maman. Il a dit que ce serait moins compliqué sans toi. Moins compliqué. » J'ai raccroché. Je me suis assise sur le lit et j'ai dû me tenir à la tête de lit pour ne pas m'évanouir. Parce que ça fait mal. Ça fait mal d'une manière que les mots ne peuvent pas expliquer quand votre enfant vous efface, vous exclut, vous traite comme une nuisance. Ai-je pleuré? J'ai pleuré jusqu'à en avoir mal à la gorge. Mais ensuite, j'ai séché mes larmes, ouvert mon ordinateur portable et commencé à planifier. Parce que s'ils allaient en faire une fête dans mon domaine sans m'inviter, j'allais y être quand même. Ils n'allaient juste pas apprécier ma présence. J'ai appelé Maître Lefebvre. Maître Lefebvre, changement de plan. Ils vont à nouveau violer ma propriété, le 15, avec des dizaines de témoins. Et cette fois, je serai là. Il a gloussé à l'autre bout du fil. Madame Miller, que préparez-vous? La justice. 15 août. 43e anniversaire de Daniel. Je me suis réveillée à 6 heures du matin. Je n'avais pas bien dormi de la nuit. Je n'arrêtais pas de me tourner et de me retourner, en pensant à tous les anniversaires précédents. Quand il était petit, je me levais tôt pour remplir la maison de ballon. Je faisais son gâteau aux carottes préféré avec un glaçage au chocolat. Nous chantions « Joyeux anniversaire » en famille. Gérard jouait de sa guitare désaccordée. Nous riions. Cette année, je ne savais même pas si mon fils se souviendrait de mon existence. Je me suis levée, je suis allée à la cuisine, j'ai fait ce gâteau aux carottes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par habitude, peut-être par désespoir. En mélangeant la pâte, j'ai pleuré doucement, les larmes tombant dans le bol, se mélangeant aux œufs et à l'huile. Je l'ai fait cuire, j'ai fait le glaçage, je l'ai laissé refroidir. J'ai pris le cadeau que j'avais acheté des semaines plus tôt, une veste en cuir véritable, du genre qu'il disait toujours vouloir. 500 €. Je l'ai emballé dans du papier craft avec un ruban en toile de jute, exactement comme il aimait. À 10 heures, j'ai appelé son portable. Ça a sonné, sonné. Messagerie. Bonjour, c'est Daniel. Laissez un message. Mon fils, c'est maman. Joyeux anniversaire.
Je t'aime très fort. Appelle-moi quand tu pourras. » J'ai raccroché, la main tremblante. J'ai attendu 1 heure, 2 heures. J'ai envoyé un SMS. « Joyeux anniversaire, mon fils. Que Dieu te bénisse toujours. J'ai fait ton gâteau préféré. Puis-je l'apporter pour que nous fêtions ça? » 2 coches bleues. Vu à 11h34. Pas de réponse. Midi. Rien. 13h. Rien. À 14h, le téléphone a sonné. C'était Victoria. Une voix larmoyante. « Maman. »« Vas-y, ma chérie, je ne savais pas comment te le dire avant. Je pensais qu'il changerait peut-être d'avis, que Daniel retrouverait la raison, mais... » Elle a sangloté. « Maman, la fête a lieu maintenant. Au domaine. Je le savais déjà. » Mais l'entendre à voix haute faisait un mal différent. Il y a beaucoup de monde. Plus de 50 personnes, maman. Décoration coûteuse, traiteur, un groupe de musique. Amandine a tout engagé, a publié dans ses stories Instagram en invitant tout le monde. Et ton frère? Un lourd silence. Il est heureux, maman. Il sourit, prend des photos, reçoit des vœux d'anniversaire. Comme si personne ne manquait. Comme si je ne manquais pas. Merci de me l'avoir dit, ma chérie. Maman, j'ai essayé. Je jure que j'ai essayé de lui parler. Mais il a dit que c'était mieux comme ça, que tu te sentirais mal à l'aise. Ce n'est pas grave, Victoria. Je sais que tu as essayé. J'ai raccroché, pris une profonde inspiration, et j'ai fait ce que je devais faire. J'ai ouvert l'Instagram d'Amandine. C'était là, story après story. Un boomerang de verre qui trinque, une photo d'un gâteau à 3 étages décoré de feuilles d'or comestibles. Une vidéo de Daniel soufflant ses bougies pendant que tout le monde chante « Joyeux anniversaire ». Et puis, la photo qui a brisé mon cœur en 1000 morceaux. Daniel et Amandine enlacés sur la terrasse du domaine. Ma terrasse, avec le vieux chêne que Gérard et moi avions planté en arrière-plan. La piscine illuminée. Des guirlandes lumineuses dans les arbres. La légende. Notre maison, notre fête, notre famille. Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie. Ici, dans notre refuge, entourée de ceux qui comptent vraiment. Reconnaissante pour cette vie bénie et pour cet endroit qui est notre havre de paix. Vie de béni, la famille avant tout, notre maison. 150 j'aime en une demi-heure. Des commentaires les complimentant. Quel endroit incroyable, Amandine. Un couple tellement béni. Domaine de rêve. J'en veux un pareil. Vous méritez tout le meilleur. Personne n'a demandé où était la mère de celui qui fêtait son anniversaire. J'ai fait défiler les stories. Il y en avait d'autres. Une vidéo d'invités dans la piscine, un barbecue près du foyer que Gérard avait construit, des gens dansant dans la salle que nous avions montée brique par brique. Et pas une seule fois, pas sur une seule photo, pas une seule mention, je n'existais. C'était comme si je n'avais jamais fait partie de cette histoire. Je me suis assise par terre dans le salon, avec le gâteau aux carottes encore sur la table de la cuisine, avec le cadeau emballé sur le canapé, et j'ai pleuré. J'ai pleuré d'une manière que je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de Gérard. Parce qu'on peut se préparer à beaucoup de choses dans la vie, à la maladie, à la mort, aux pertes financières. Mais personne ne vous prépare à être effacé par votre propre enfant. Personne ne vous apprend à survivre quand la personne que vous avez mise au monde décide que vous ne méritez même pas un appel le jour de son anniversaire. Marlène m'a appelée vers 18h, la voix basse, comme si elle se cachait. « Madame Hélène, c'est la folie ici, de l'alcool partout, des gens que je n'ai jamais vus, de la musique forte. » Amandine donne des ordres à tout le monde comme si elle était la propriétaire. Et le pire. Continuez, Marlène. Elle montre la maison à tout le monde en disant que c'est la sienne, que vous la lui avez transmise, à elle et à Daniel, que vous vivez en ville et que vous ne l'utilisez plus. Madame Hélène, elle ment à tout le monde. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré. Marlène, rentrez chez vous. Partez avant qu'il ne se fasse tard. On parlera demain. Mais Madame Hélène, faites-moi confiance. Partez. J'ai raccroché, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert le flux des caméras de sécurité que j'avais installées et j'ai regardé. Chaque seconde, chaque rire, chaque toast. J'ai vu mon fils, heureux, entouré de gens, recevant des câlins, des cadeaux, de l'attention. Et pas une seule fois il n'a semblé se souvenir de moi. Cette nuit-là, je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi. Je suis juste restée assise dans le salon obscur, regardant par la fenêtre, et j'ai pris la décision la plus difficile qu'une mère puisse prendre.
J'allais y mettre un terme. Pas avec des cris, pas avec des larmes, pas avec des supplications, avec des conséquences. Parce que l'amour sans limite devient du manque de respect, et le pardon sans justice devient la permission de vous blesser à nouveau. Mon fils avait choisi. Il l'avait choisi. Il avait choisi le mensonge. Il avait choisi de m'effacer. Alors j'allais lui donner une leçon que j'aurais dû lui donner il y a longtemps. Qu'une mère n'est pas un paillasson. Que la générosité n'est pas une faiblesse. Et que toute action a une réaction. J'ai pris le téléphone et j'ai envoyé un SMS à Maître Lefebvre. Maître Lefebvre, je veux porter plainte. Violation de domicile, usage non autorisé, préjudice moral. Je veux que tout soit documenté et déposé lundi. La réponse est arrivée en quelques secondes. À votre service, Madame Hélène, nous obtiendrons justice. J'ai éteint mon téléphone et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi paisiblement. Parce que la guerre avait été déclarée. Et cette fois, j'allais gagner. Lundi matin, je me suis réveillée différente. Le poids sur ma poitrine avait disparu. L'envie de pleurer avait disparu. J'avais les idées claires. J'ai pris une longue douche, je me suis habillée, j'ai mis du rouge à lèvres. J'ai porté le chemisier bleu marine que Gérard disait toujours me donner l'air plus forte, et je suis allée directement au cabinet de Maître Lefebvre. Je suis arrivée à 9 heures précises. Il m'attendait déjà avec du café frais et un dossier plein de documents. Madame Miller, en examinant tout ce que vous m'avez envoyé, voici ce que nous avons. Il a ouvert le dossier. Violation de domicile, documentée en vidéo, 2 fois. Effraction. Utilisation non autorisée de la propriété. Copie non autorisée de clé. Tentative de coercition psychologique via le groupe WhatsApp. Diffamation, en prétendant que vous êtes incapable de gérer vos biens. J'ai écouté chaque mot, calculant mentalement. Combien cela peut-il rapporter en dommages et intérêts? Il a enlevé ses lunettes. Dans un procès, entre 50 000 et 100 000 euros pour préjudice moral, plus le remboursement des bénéfices tirés de l'utilisation de la propriété et les frais de réparation. Mais, Madame Miller, a-t-il ajouté en se penchant en avant, un procès est une guerre longue et épuisante. Voulez-vous vraiment cela? Je suis restée silencieuse quelques secondes, réfléchissant. Maître Lefebvre, je ne veux pas détruire mon fils, mais j'ai besoin qu'il comprenne que ce qu'il a fait est grave, très grave. Je veux qu'il en ressente les conséquences directement. Maître Lefebvre a souri faiblement. Alors, faisons quelque chose de différent. Nous allons monter le dossier complet. Nous allons le déposer au tribunal comme une mise en demeure. Il sera enregistré, prêt à être activé. En attendant, vous allez préparer, disons, une leçon pratique. Quelle sorte de leçon? Vous m'avez dit qu'il prévoit une autre fête au domaine, n'est-ce pas? D'après les discussions WhatsApp que j'ai vues, ils se sentent le propriétaire des lieux. Ils recommenceront. Je n'y avais pas pensé, mais c'était logique. S'ils l'ont fait une fois et s'en sont sortis, ils le referont. Et que dois-je faire? Laissez faire. Documentez tout. Et quand ils seront là, en plein milieu de la fête, avec des témoins, vous vous présenterez en tant que propriétaire et vous ferez bien comprendre que c'est votre propriété devant tout le monde. Mon cœur s'est accéléré. Mais ne sera-ce pas dangereux? Trop embarrassant? Exactement. L'embarras public est l'une des conséquences les plus efficaces. Parce que ça ne touche pas le portefeuille. Ça touche leur image. Et pour des gens comme Amandine, qui vivent d'apparence, c'est dévastateur. L'idée me plaisait, mais il y avait un problème. Et s'ils me mettent dehors? C'est ma maison, mais c'est 50 personnes contre moi. Maître Lefebvre s'est levé, est allé à son classeur et est revenu avec un papier. C'est pourquoi vous allez faire ceci. Vous allez déposer une main courante à la gendarmerie. Déclarer qu'il y a eu des invasions antérieures, que vous craignez de nouvelles et que tout événement non autorisé sur la propriété sera considéré comme un délit. Avec cela, vous avez une base légale pour appeler les gendarmes à tout moment. J'ai déposé la main courante l'après-midi même, à la gendarmerie locale. Le sergent, un homme d'une 50aine d'années, a été indigné quand je lui ai raconté l'histoire. Madame, c'est clairement une affaire de police. Si cela se reproduit, vous nous appelez. Nous enverrons une voiture tout de suite. J'ai quitté la gendarmerie avec le rapport en main et un plan qui se dessinait dans ma tête. Mais je ne voulais pas seulement l'embarras. Je voulais un impact. Je voulais qu'il ressente ce que j'avais ressenti. L'abandon, la peur, l'impuissance. C'est là que j'ai eu l'idée. Je suis retournée au domaine cette semaine-là. Marlène était là, nettoyant le désordre encore laissé par la fête. Marlène, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose. N'importe quoi, Madame Hélène. Savez-vous où se trouve le groupe électrogène? Elle a froncé les sourcils. Oui.
Il est derrière, près de la remise. Pourquoi? Je veux y installer une télécommande, du genre qui peut le couper à distance. Elle a écarquillé les yeux, puis elle a souri. Madame Hélène, prévoyez-vous ce que je pense que vous prévoyez? Ça dépend. À quoi pensez-vous? Couper le courant en plein milieu de leur prochaine petite fête. J'ai souri en retour. Exactement. J'ai appelé un électricien de confiance, Monsieur Bernard, qui travaillait dans la région depuis 30 ans. Je lui ai expliqué brièvement la situation. Indigné, il a installé un système de commande à distance via une application téléphonique. Cela a coûté 300 €, mais ça valait chaque centime. Madame Hélène, maintenant vous pouvez contrôler le générateur depuis la ville. Si vous voulez, allumez-le et éteignez-le avec votre téléphone. Sécurité maximale. Nous l'avons testé. Ça fonctionnait parfaitement. Mais il manquait encore quelque chose. L'impact émotionnel. Quelque chose qui laisserait une marque. C'est là que je me suis souvenu du système de sonorisation que Gérard avait installé il y a des années pour diffuser de la musique d'ambiance. Les haut-parleurs étaient dispersés dans la zone extérieure, le barbecue, la piscine, la salle de réception. J'ai appelé un technicien du son. Je lui ai expliqué que je voulais connecter les haut-parleurs à un système que je pourrais contrôler à distance. Il a trouvé ça étrange, mais a fait le travail. Encore 500 €. Maintenant, j'avais le contrôle total, courant et son. J'ai enregistré un message avec une voix déformée et grave, en utilisant une application de modification audio. Cette propriété a une propriétaire, et elle vous observe tous, un par un. Vous avez violé une propriété privée. Vous avez menti. Vous avez volé. Tout est enregistré. Les autorités ont été prévenues. Partez maintenant. Je l'ai sauvegardé sur mon téléphone. J'ai testé le volume. Parfait. C'était effrayant, même pour moi. Marlène l'a entendu et a ri nerveusement. Madame Hélène, si j'étais un intrus et que j'entendais ça dans le noir, je fuirais à toutes jambes. C'est précisément le but. J'ai aussi installé des caméras supplémentaires. J'en avais maintenant 6, couvrant tous les angles, qualité HD, enregistrement dans le cloud. Au total, j'ai dépensé près de 2000 € en préparatifs. De l'argent qui m'a fait mal de sortir de mes économies, mais c'était un investissement dans la dignité. Victoria m'a appelé le mercredi suivant. Maman, Amandine organise une autre fête. Un barbecue le week-end prochain pour ses amis. Mon cœur a battu la chamade. Tu es sûre? Positive. Je l'ai vue dans le groupe. Elle a dit que maintenant qu'ils avaient pris possession, ils allaient l'utiliser quand ils voudraient. Pris possession. Victoria, n'essaie pas de l'arrêter. Laisse faire. Maman, tu ne vas rien faire? J'ai souri pour moi-même. Oh, si. Mais en montant. J'ai raccroché, j'ai ouvert mon agenda, j'ai marqué la date. Samedi, dans 5 jours. 5 jours à attendre, 5 jours pour se préparer. 5 jours pour qu'ils se sentent propriétaires. Et puis, au plus fort de la fête, quand ils riraient, boiraient, célébreraient sur ma sueur, j'apparaîtrais d'une manière qu'ils n'attendaient pas. Dans le noir. Le samedi est arrivé. Je me suis réveillée à 6 heures du matin avec l'estomac noué. Ce n'était pas de la nervosité, c'était de l'anticipation. Ce sentiment que l'on a quand on sait que quelque chose de grand va se produire et qu'il n'y a pas de retour en arrière. J'ai pris un petit déjeuner calme. Tartines, café noir, papaye. J'avais besoin de garder la tête froide. Les émotions incontrôlées ruinent les plans. Victoria m'a appelé à 9 heures. Maman, ils sont en route pour le domaine. Amandine a loué un van pour amener ses amis. Elle a posté dans ses stories. Journée barbecue dans notre domaine avec les meilleurs amis. Maman, j'ai la poitrine serrée. Reste calme, ma chérie. Aujourd'hui, les choses vont changer. Qu'est-ce que tu vas faire? Justice. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. Moins il y avait de gens au courant, mieux c'était. Je suis montée dans ma voiture à 10 heures et j'ai roulé vers le Perche. 1h30 de route. J'ai mis de la musique classique à la radio. J'avais besoin de rester calme. Je suis arrivée au domaine à 11h45. Je ne suis pas entrée par le portail principal. J'ai utilisé un chemin d'accès secondaire que seuls Gérard et moi connaissions, à l'arrière de la propriété. Un petit chemin de terre qui mène à une vieille maison d'amis, cachée parmi les arbres. Personne d'autre ne se souvenait même de son existence. Je me suis garée là, je suis entrée dans la maison d'amis. Ça sentait le moisi et la poussière. Mais il y avait une fenêtre parfaite avec vue sur la zone de la fête. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai accédé aux caméras. Ils étaient déjà là. J'ai compté au moins 60 personnes. Le barbecue fumait, les tables s'étaient dressées avec des nappes à carreaux rouges,
Des caisses de bière étaient empilées, une enceinte crachait de la musique country. Amandine portait une robe blanche, un chapeau de paille et de grandes lunettes de soleil posant pour une photo. Daniel était à côté d'elle en short et polo, souriant largement. J'ai regardé sur la vidéo comment elle accueillait les invités. Les amis, bienvenue dans notre domaine. Faites comme chez vous. La maison est à vous. Notre domaine. La maison est à vous. Une femme blonde en bikini a commenté. Amandine. Cet endroit est dingue. Tu as tellement de chance, ma belle. Amandine a rejeté ses cheveux en arrière. Pas de la chance, ma chérie. De l'accomplissement. On a travaillé très dur pour ça. Travaillé dur. J'ai serré le téléphone si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Les heures passaient lentement. Moi, caché, observant. Eux, buvant, riant, sautant dans la piscine, jouant au volley sur le terrain que Gérard avait nivelé lui-même. Amandine a donné une interview improvisée à une amie qui enregistrait pour ses stories. Amandine, dis à tout le monde comment tu as acquis ce paradis. Elle a souri, ce sourire cynique que je connaissais si bien. Oh, ça aurait été un processus, tu sais. La propriété était un peu à l'abandon. La propriétaire ne pouvait plus s'en occuper. Nous avons pris le relais, l'avons rénové, lui avons redonné vie. Maintenant, c'est notre refuge. À l'abandon. La propriétaire ne pouvait plus s'en occuper. J'ai senti la rage monter dans ma gorge comme de la bile. Mais j'ai pris une profonde inspiration. La colère incontrôlée ne résout rien. La colère stratégique, si. Il était 22h30. La fête battait son plein. Musique forte, gens qui dansent, rire qui résonne. Amandine est montée sur une chaise, un verre à la main, demandant l'attention. Tout le monde, je veux porter un toast. La foule s'est calmée, les verres levés. Je veux remercier Dieu pour cette vie bénie, pour cet endroit incroyable qui est maintenant le nôtre, et pour chacun d'entre vous qui faites partie de notre famille. La vie est faite d'accomplissements, de mérites. Et aujourd'hui, nous célébrons tout ce que nous avons accompli. Applaudissements, cris de santé, tintements de verre. J'ai regardé l'horloge. 22h50. 10 minutes. J'ai ouvert l'application du générateur. Mon doigt était sur le bouton off. J'ai ouvert l'application du son. Le fichier audio était prêt. J'ai attendu, comptant les secondes. Mon cœur battant au même rythme. 23h ans. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur clic. Obscurité absolue pendant 1 seconde. Silence total. Le genre de silence qui précède le chaos. Puis les cris ont commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le courant a sauté? Quelqu'un a une lampe de poche? Le bruit de gens qui trébuchent, de chaises qui tombent. Quelqu'un a crié qu'il était tombé dans la piscine. Les téléphones portables se sont allumés comme des lucioles désespérées. J'ai attendu encore 10 secondes, laissant la panique monter. Puis, j'ai appuyé sur play. Ma voix, déformée, grave, est sortie de tous les haut-parleurs en même temps, résonnant sur toute la propriété comme celle d'une entité. Cette propriété a une propriétaire. Les cris ont cessé. Un silence terrifié. Et elle vous observe tous, un par un. Quelqu'un a hurlé. « C'est quoi ça? Vous avez violé une propriété privée, vous avez menti, vous avez volé. Chacun de vos mouvements est enregistré. Les autorités ont été prévenues. Une débandade, les gens criaient, trébuchaient. Quelqu'un a renversé la table du gâteau. Partez maintenant! » C'était le chaos, une masse de gens désespérés essayant de trouver la sortie. Des gens laissant derrière eux sac à main, tongs, téléphone. Ils voulaient juste sortir. J'ai entendu quelqu'un pleurer, un autre crier que c'était de la sorcellerie. Amandine criait « Calmez-vous, tout le monde! C'est juste une blague. Quelqu'un nous fait une farce. » Mais personne ne la croyait. La peur avait vaincu la raison. Les gens couraient vers le van, vers leur voiture, n'importe où loin de là. J'ai attendu 5 minutes que le chaos se calme. Puis, j'ai allumé les lumières de secours, juste quelques-unes. Assez pour éclairer la zone principale. Et je suis sortie de la maison d'amis. J'ai marché lentement vers la terrasse de la maison principale. Chaque pas ferme, chaque respiration contrôlée. J'ai monté les marches, je me suis tenue sous la lumière, et là, illuminée comme une apparition, j'ai regardé la vingtaine de personnes encore figées de peur. Amandine était au milieu d'eux, les cheveux en désordre, son chapeau par terre, les yeux écarquillés. Daniel était à côté d'elle, pâle comme un fantôme. J'ai ouvert les bras et j'ai dit d'une voix calme mais tranchante « Bonsoir, je suis la propriétaire de cette propriété et vous violez mon domicile. » Silence absolu. Personne n'a bougé. Et puis Amandine, retrouvant sa voix, a hurlé « Hélène, qu'est-ce que c'est que cette folie?
J'ai descendu les marches lentement, les yeux fixés sur elle. La folie? La folie, c'est toi qui as volé la clé de ma maison. La folie, c'est toi qui as organisé une fête ici sans ma permission. 2 fois. La folie, c'est toi qui as menti au monde entier en disant que cet endroit était à toi. Daniel a fait un pas en avant. Sa voix tremblait. Maman, on peut parler? Maintenant tu veux parler, Daniel? Après m'avoir exclu de ton propre anniversaire? Après avoir laissé cette femme m'effacer de ta vie? Il a baissé la tête. C'est à ce moment-là que les premières lumières bleues sont apparues. La gendarmerie. La voiture de patrouille est entrée par le portail principal, ses gyrophares fendant l'obscurité comme des lames bleues. 2 gendarmes en sont sortis. Un plus âgé, avec une moustache grise, la posture de quelqu'un qui a tout vu. Un plus jeune, carnet à la main. Amandine s'est tournée vers moi, la voix hystérique. « Tu as appelé la police pour ta propre famille ?» J'ai répondu calmement, en la regardant dans les yeux. « Je les ai appelés pour des intrus. La famille te respecte. La famille ne vole pas. » Le gendarme plus âgé s'est approché. « Bonsoir. Nous avons reçu une plainte pour violation de domicile. Qui est le propriétaire ici? » Je me suis avancée. C'est moi. Hélène Miller. J'ai l'acte de propriété. La taxe foncière est à jour. Et une main courante déposée contre les intrusions non autorisées sur cette propriété. Je lui ai montré les documents sur mon téléphone. Il les a vérifiés, a regardé autour de lui, a vu les gens encore paralysés. Les tables de fête, le désordre. Et ces personnes sont ici avec votre permission? Non, aucune d'entre elles. C'est la 2e invasion en moins d'1 mois. J'ai tout filmé avec les caméras de sécurité. Daniel a fait un pas désespéré en avant. Monsieur le gendarme, il y a un malentendu. C'est ma mère, je suis son fils. Nous étions. Le gendarme a levé la main, le coupant. Vous êtes le fils, pas le propriétaire. Quel nom est sur l'acte? Un silence gêné. Seulement le mien, ai-je dit fermement. Mon défunt mari m'a laissée comme seule héritière. Mes enfants n'ont aucun droit légal sur cette propriété de mon vivant. Et je n'ai jamais autorisé de fête ici. Amandine a explosé. C'est ridicule. Elle devient folle, monsieur le gendarme. Sénile. Nous nous occupons juste de ce qu'elle ne peut plus gérer. Le jeune gendarme l'a regardée avec un sourcil levé. Et vous? Qui êtes-vous dans cette histoire, madame? Sa belle-fille. Mariée à son fils. Je vois. Et avez-vous une procuration? Un document qui vous donne le droit d'utiliser la propriété? Amandine s'est étranglée avec ces mots. Je n'en ai pas besoin. Je suis de la famille. Légalement, madame, la famille ne confère pas de droit de propriété automatique. Si la propriétaire a déposé une main courante et n'a pas donné sa permission, cela constitue une violation de domicile. C'est là que le masque d'Amandine est tombé complètement. Elle s'est tournée vers moi, le doigt pointé, la voix pleine de venin. « Tu es une vieille femme aigrie. Tu ne supportes pas de voir ton fils heureux. Tu as toujours été contrôlante, possessive. Daniel est piégé par toi. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Et dans ce silence, j'ai laissé tout le monde voir qui était la personne déséquilibrée. Le gendarme plus âgé est intervenu. Ça suffit. Montrez un peu de respect, s'il vous plaît. Vous avez le droit d'être contrarié, mais pas de manquer de respect à la propriétaire. Puis il s'est tourné vers tous les invités qui étaient encore là, paralysés, certains filmant tout avec leur téléphone. Mesdames et messieurs, ceci est une propriété privée, et vous êtes ici sans permission. Je vous suggère de tous partir maintenant de manière ordonnée avant que nous devions verbaliser chacun d'entre vous. C'était comme ouvrir une vanne. Les gens se sont précipités pour prendre leurs affaires, s'excusant, disparaissant en moins de 5 minutes. Il ne restait plus que moi, les gendarmes, Daniel, Amandine, Victoria et Romain, qui étaient arrivés au milieu du chaos. Victoria a couru pour me serrer dans ses bras. « Maman, mon Dieu, ça va? »« Ça va, ma chérie. Maintenant, ça va. » Daniel était appuyé contre un mur, la tête baissée, comme s'il voulait disparaître. Le gendarme a pris les coordonnées de tout le monde, a tout noté, a pris des photos du désordre, du barbecue, des tables. « Madame Miller, voulez-vous déposer une plainte formelle? » J'ai regardé mon fils, l'homme que j'avais mis au monde, que j'avais aimé inconditionnellement, qui se tenait maintenant là, brisé, honteux. Et une partie de moi voulait dire « Laisse tomber, c'est mon fils, je lui pardonnerai. » Mais l'autre partie, celle qui avait été humiliée, exclue, volée, a dit « Non,
Cette fois, je veux violation de domicile, usage non autorisé, dommages matériels. Je veux que tout soit consigné. Daniel a relevé la tête, les yeux rouges. Maman, s'il te plaît. Non, Daniel. Tu m'as appris quelque chose d'important ces dernières semaines. Tu m'as appris que l'amour sans limite devient du manque de respect, que la générosité sans conséquence devient la permission de blesser. Alors aujourd'hui, je suis la mère que j'aurais dû être avant. Celle qui pose des limites. Amandine a eu un rire amer. Des limites? Tu es en train de détruire ton fils pour un lopin de terre. Je me suis tournée vers elle, et cette fois ma voix était tranchante comme du verre. Ce n'est pas un lopin de terre. C'est 30 ans de sueur. Ce sont les mains calleuses de mon mari. Ce sont les dimanches où nous ne nous sommes pas reposés pour construire cet endroit. C'est là que sont ces cendres. C'est de la mémoire. C'est de la dignité. Des choses que tu ne comprendras jamais. Parce que pour toi, tout est un selfie, un like, une apparence. Elle est devenue rouge, mais n'a pas rétorqué. Les gendarmes ont terminé leur rapport. Madame Miller, ceci ira au poste. Vous devrez venir lundi pour formaliser. Apportez les documents de propriété, l'acte de décès de votre mari, tout ce qui prouve que vous êtes l'unique propriétaire. Je le ferai. Ils sont partis, le son de la voiture de gendarmerie s'estompant sur la route. Nous sommes restés là sur le domaine, éclairés par la lune. Le silence était différent maintenant. Ce n'était pas de la peur, c'était de la reddition. Victoria tenait ma main. Romain se tenait à côté d'elle, la tête baissée. Daniel a enfin parlé, la voix brisée. « Maman, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je n'ai pas réalisé que ça en était arrivé là. J'ai pris une profonde inspiration. Tu n'as pas réalisé parce que tu ne voulais pas. Parce que c'était plus facile de la croire que de voir la vérité. Parce que tu as choisi le confort plutôt que le caractère. Je sais. Je sais que j'ai eu tort. Tu n'as pas seulement eu tort, Daniel. Tu m'as trahi. Tu m'as exclu. Tu m'as effacé. Et tu l'as fait en toute conscience. Ne viens pas me dire maintenant, je n'ai pas réalisé. Tu le savais. Il s'est mis à pleurer. De lourds sanglots, ses épaules secouaient. Et en voyant mon fils pleurer là, je n'ai pas ressenti de pitié. Je n'ai pas ressenti l'envie de le serrer dans mes bras et de lui dire que tout allait bien. J'ai ressenti de la justice. Parce que parfois, le véritable amour n'est pas de protéger quelqu'un de la douleur. C'est de laisser la douleur lui apprendre. Amandine lui a tiré le bras. « Allons-y, chérie. Ta mère ne mérite pas ça. » Mais Daniel a retiré son bras. Pour la première fois, il l'a retiré. « Non, Amandine. C'est toi qui ne mérites pas. » Ses yeux se sont écarquillés. « Quoi? Tu m'as manipulée? Tu m'as éloignée de ma mère? Tu m'as fait croire des mensonges, et moi, j'ai été assez stupide pour te laisser faire. Daniel, tu es fou? Non. Pour la première fois depuis des mois, je pense clairement. C'était la goutte d'eau pour elle. Amandine nous a tous regardés, a vu qu'elle avait perdu, et a couru, littéralement couru. Elle a attrapé son sac à main, qui gisait par terre, et a disparu par le portail. Je ne l'ai jamais revue. Amandine a disparu dans l'obscurité. Le son de ses talons claquant sur le chemin de terre s'est affaibli jusqu'à disparaître complètement. Daniel est resté là, fixant l'endroit où elle était partie. Les mains dans les poches, respirant lourdement. Personne n'a rien dit pendant quelques secondes. C'est Victoria qui a brisé le silence. « Daniel, ça va? » Il a eu un rire amer. « Ça va? Je viens de découvrir que je suis un idiot, que j'ai passé des mois à me faire manipuler, que j'ai blessé ma propre mère à cause d'une femme qui ne voulait que. Un domaine, ai-je terminé pour lui. Elle voulait un domaine, un statut, de belles photos à publier. Il ne s'agissait jamais de toi, mon fils. Il s'agissait de ce que tu pouvais lui donner. » Il s'est tourné vers moi, les yeux gonflés, le visage défait. « Comment peux-tu encore me regarder, après tout ce que j'ai fait? » J'ai croisé les bras. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Pas cette fois, parce que tu es mon fils. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire comme si tout allait bien. Parce que ce n'est pas le cas, je sais. Tu m'as exclu de ton anniversaire, Daniel. Ton anniversaire. J'ai fait le gâteau que tu as toujours aimé et je suis restée seule dans mon appartement pendant que tu fêtais ici, dans le domaine que ton père et moi avons construit, sans même te souvenir de mon existence. Il s'est couvert le visage de ses mains. Maman, ne. Laisse-moi finir.
Ma voix était ferme, mais les larmes montaient. Tu as permis à cette femme de mentir à tout le monde en disant que cet endroit était à elle. Tu es resté silencieux pendant qu'elle inventait des histoires selon lesquelles cette propriété était abandonnée, que je ne pouvais plus m'en occuper. Tu m'as transformée en une vieille femme sénile. Je ne savais pas qu'elle avait dit ça, a-t-il crié désespérément. Je te jure, maman, je ne savais pas que ça en était arrivé là. Mais tu savais que tu m'excluais, ai-je crié en retour. Tu savais que tu me blessais, et tu as choisi de le faire quand même parce que c'était plus confortable pour toi, parce que c'était plus facile de me repousser que de l'affronter. Romain a posé une main sur l'épaule de Victoria qui pleurait doucement. Daniel est tombé à genoux, littéralement là, sur la terrasse en pierre. Maman, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Je ne sais même pas comment demander pardon pour quelque chose comme ça. Je l'ai regardé, mon fils de 43 ans, un avocat à succès, toujours si sûr de lui, maintenant brisé sur le sol, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. De la pitié. Mais pas le genre de pitié qui pardonne facilement. Le genre qui fait mal, qui reconnaît les dégâts. Lève-toi, Daniel. Il a levé les yeux. Maman, lève-toi. Il s'est relevé en chancelant. J'ai fait un pas vers lui. Tu veux mon pardon? Alors tu vas devoir le mériter. Et pas avec des larmes, mais avec des actes. En prouvant, jour après jour, que tu comprends la gravité de ce que tu as fait. Je le ferai. Je le jure. Commence maintenant. Dis-moi, croyais-tu vraiment que je ne pouvais plus m'occuper de ce domaine, ou était-ce simplement pratique de le croire? Il a dégluti, a détourné le regard. Regarde-moi, Daniel. Il a levé les yeux. Réponds-moi. Un lourd silence. Puis, d'une voix basse, il a dit « Je savais que tu pouvais. » Mais Amandine n'arrêtait pas d'insister, de dire que c'était pour ton bien, que tu finirais par nous remercier. Et moi, je voulais le croire parce que c'était plus facile. C'était la réponse la plus honnête qu'il m'ait donnée depuis des mois. Merci, ai-je dit. Merci d'être enfin honnête. Victoria s'est approchée. Maman, que va-t-il se passer maintenant? J'ai pris une profonde inspiration. Lundi, je vais à la gendarmerie. Je vais formaliser la plainte. Violation de domicile, usage non autorisé, dommages matériels. Daniel est devenu pâle. Tu vas porter plainte contre moi? Je porte plainte contre quiconque a envahi ma propriété. Si ton nom est sur cette liste, alors oui. Maman, s'il te plaît. J'ai levé la main. Daniel, il y a des conséquences. Tu es avocat. Tu le sais mieux que quiconque. Ne me demande pas de te taper sur la tête maintenant que tu es désolé. Le remords n'efface pas un délit. Romain, qui était resté silencieux tout ce temps, a pris la parole. Madame Miller, avec tout le respect que je vous dois, pensez-vous que cela résoudra quelque chose? Poursuivre votre propre fils? Je l'ai regardé. Romain, je ne cherche pas la vengeance. Je cherche la justice. Et il y a une différence. La vengeance est personnelle, irrationnelle, disproportionnée. La justice est une conséquence méritée. Et mon fils mérite les conséquences de ses actes. Victoria a essuyé ses larmes. Maman, je te comprends, mais la famille survivra-t-elle à ça? C'était la question qui m'a brisée parce que je ne connaissais pas la réponse. Victoria, la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est le respect, c'est la loyauté, c'est être là. Et ces dernières semaines, je n'avais pas de famille. J'avais des envahisseurs. Daniel a sangloté. Maman, donne-moi une chance. Juste une. Laisse-moi réparer ça. Comment? Comment vas-tu réparer l'humiliation? Comment vas-tu réparer l'exclusion? Comment vas-tu réparer le fait que j'ai été laissée seule, en pleurs, pendant que tu fêtais sans moi? Il n'avait pas de réponse. C'est bien ça, Daniel. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. On apprend juste à vivre avec les dégâts. J'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la voiture. « Maman, où vas-tu? » a demandé Victoria, inquiète. « Chez moi. À mon appartement en ville, où je vis, seule. Comme toujours. Laisse-moi te conduire. »« Pas la peine, ma chérie. Je suis une bonne conductrice. Je l'ai toujours été. » Je suis montée dans la voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai regardé dans le rétroviseur. Daniel était toujours debout sur la terrasse. Victoria serrait Romain dans ses bras, tous brisés. Et moi? J'étais fatiguée, épuisée, mais étrangement entière, parce que pour la première fois depuis des mois, j'avais défendu ma dignité. J'avais dit non. J'avais posé des limites. Et même si ça faisait mal,
Même si mon cœur était en morceaux, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Je suis rentrée en ville en silence, sans musique, sans radio, juste moi et la route sombre. Quand je suis arrivée à mon appartement, il était 2 heures du matin. J'ai pris une douche, j'ai mis mon pyjama, je me suis couchée, et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans cauchemar. Parce que parfois, la paix ne vient pas de la réconciliation. Elle vient de la justice rendue. Et j'avais rendu la mienne. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Parce que lundi arrivait et avec lui des décisions qui allaient tout changer. Lundi, 8 heures du matin. Je me suis réveillée avant mon réveil. Non pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que j'étais décidée. J'ai pris un café, je me suis habillée avec soin. Pantalon noir, chemisier blanc, cheveux attachés. Je voulais avoir l'air présentable, respectable. Parce qu'aujourd'hui, je n'étais pas seulement Hélène, la mère blessée, j'étais Hélène Miller, propriétaire, citoyenne, une femme avec des droits. Je suis d'abord allée à la gendarmerie. J'ai tout apporté. L'acte de propriété du domaine, l'acte de décès de Gérard, les quittances de taxes foncières, les captures d'écran des messages WhatsApp, les vidéos des caméras de sécurité des invasions, le reçu des nouvelles serrures, tout. Le sergent m'a reçu personnellement. Sergent Lambert, environ 55 ans, l'air sérieux. Madame Miller, j'ai eu le rapport des gendarmes qui sont intervenus samedi. Vous avez apporté toute la documentation? Oui. Tout est là. Il a passé plus d'1 heure à tout examiner, lentement, en prenant des notes. De temps en temps, il secouait la tête avec incrédulité. Quand il a eu fini, il a enlevé ses lunettes et m'a regardé. Madame Miller, c'est une affaire sérieuse. Violation de domicile, usage non autorisé, copie non autorisée de clés, dommages matériels. Et ce qui est pire, c'est votre propre fils. Ça complique les choses. Pourquoi ça complique les choses? Un délit est un délit. Il a soupiré. Légalement, oui. Mais êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Les poursuites contre un enfant ont tendance à détruire des familles entières. Je suis restée silencieuse quelques secondes, réfléchissant. Sergent, si je ne fais rien, que lui apprends-je? Que le manque de respect n'a pas de conséquences? Qu'une mère doit tout avaler en silence? Il a hoché la tête lentement. Vous marquez un point. Je voulais juste m'assurer que c'était une décision consciente. Elle est entièrement consciente. Alors nous allons enregistrer la plainte. Vous devrez revenir jeudi pour signer des papiers. Et il y aura probablement une audience de conciliation dans environ 30 jours. Vous pouvez la programmer. J'ai quitté la gendarmerie avec la confirmation de la plainte en main, le cœur lourd, mais les pas fermes. De là, je suis allée directement au cabinet de Maître Lefebvre. Il m'a accueillie avec un café fort et ce regard de quelqu'un qui attendait ma visite. Madame Miller, comment ça s'est passé? C'est déposé. Le sergent a dit que c'est un cas sérieux. Excellent. Et maintenant? On dépose aussi une plainte au civil? J'ai secoué la tête. Je n'ai pas encore décidé. Mais il y a autre chose que je veux faire aujourd'hui. Tout de suite. Continuez. Je veux refaire mon testament. Il a haussé les sourcils. Vous êtes sûre? Certaine. Et je veux faire autre chose. Je veux un acte notarié de propriété exclusive, pour faire constater officiellement que le domaine est à moi, que personne n'a aucun droit dessus de mon vivant, et que toute tentative de remettre cela en question est nulle et non avenue. Maître Lefebvre a pris des notes. C'est sage. Cela vous protège de futures tentatives d'usurpation ou de revendication de propriété partagée. Alors faisons-le. Il a préparé les documents sur le champ. 2 heures plus tard, nous étions chez une notaire du centre-ville. La notaire, maître Chevalier, une femme élégante d'une 60aine d'années, a tout lu attentivement. Madame Miller, êtes-vous certaine de ces dispositions testamentaires? Elles sont inhabituelles. Je suis certaine. Elle l'a lu à voix haute, comme le veut le protocole. Je lègue par la présente la propriété rurale située dans le Perche, parcelle numéro 40587, comme suit. 50%, 50% à ma fille, Victoria Miller Thompson, et 50%, 50% à l'Institut Reconstruire, une organisation soutenant les femmes victimes de violences conjugales. Mon fils, Daniel Miller, est expressément exclu de cet héritage, comme le prévoit le Code civil, pour acte d'indignité. Daniel, déshérité. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai pas reculé. La notaire a continué. Vous comprenez que cette exclusion est définitive et que votre fils devrait prouver légalement sa réhabilitation morale s'il souhaite la contester? Je comprends.
Et vous comprenez qu'il peut la contester? Il le peut, mais il perdra, car j'ai la preuve de tout ce qu'il a fait. J'ai signé. J'ai fait authentifier l'acte. Je l'ai fait enregistrer. Quand j'ai quitté l'étude notariale à 16 heures, j'avais 2 documents entre les mains qui changeaient tout. 1. Un acte déclaratif de propriété exclusive. 2. Un testament légalement enregistré avec validité juridique immédiate. Je me suis assise sur un banc sur la place en face de l'étude. J'ai tenu les papiers et j'ai pleuré. Pas de regret, mais de soulagement. Parce que enfin ma propriété était protégée, ma volonté était documentée, ma dignité était sauvegardée. Mon portable a sonné. C'était Daniel. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Il a rappelé. Et encore. 5 fois. À la 6e, j'ai répondu. Maman, il faut qu'on parle. De tout. S'il te plaît, rencontrons-nous. Juste une demi-heure. J'ai soupiré. Où? Au café près de ton appartement. Celui que tu aimes bien. J'attends ici. J'ai raccroché, j'ai mis les documents dans mon sac et j'y suis allée. Quand je suis arrivée, il était à une table dans un coin, avec de profondes cernes sous les yeux, mal rasées, les vêtements froissés. Je me suis assise en face de lui sans un mot de salutation. Il a essayé de sourire, mais n'a pas pu. Merci d'être venu. Dis juste ce que tu veux. J'ai des choses à faire. Il a pris une profonde inspiration et a fait glisser une enveloppe sur la table. C'est un chèque de 25 000 € pour les dommages au domaine, le nettoyage, les réparations, tout. Et ça? Il a fait glisser un autre papier. C'est une confession signée, assumant l'entière responsabilité des invasions, te déchargeant de toute faute. Si tu veux l'utiliser dans un procès, tu peux. J'ai regardé les papiers sans y toucher. Et pourquoi fais-tu ça? Parce que j'ai eu gravement tort. Et parce que j'ai perdu Amandine, maman. Elle a disparu, a bloqué mon numéro. J'ai découvert qu'elle avait 3 cartes de crédit à mon nom que j'ignorais, avec près de 15 000 € de dette. J'ai découvert qu'elle avait une liaison avec un coach sportif. J'ai découvert que tout était un mensonge. Je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti quelque chose de pire. De l'indifférence. Et que veux-tu que je fasse de cette information? Il s'est étranglé. Je voulais juste que tu saches que j'ai découvert, que j'étais un idiot, que tu avais raison. Daniel, je n'ai pas besoin que tu me dises que j'avais raison. Je le savais déjà. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu comprennes que certaines choses ne peuvent pas être réparées avec un chèque. J'ai alors posé une copie du testament enregistré sur la table. Il l'a pris, l'a lu, et la couleur a quitté son visage. Maman, tu m'as déshérité? Oui. Pourquoi? Je me suis penchée en avant. Parce que tu m'as trahi, parce que tu m'as humiliée, parce que tu as choisi une menteuse plutôt que la vérité, et parce que je ne vais pas passer le reste de ma vie à avoir peur que tu recommences. Il s'est mis à trembler. Mais maman, je suis ton fils, et je suis ta mère. Mais même le sang ne justifie pas le manque de respect. Je me suis levée, j'ai pris mon sac. J'accepterai le chèque, j'accepterai la lettre, mais le testament reste tel quel. Si tu veux vraiment mon pardon, tu devras le prouver. Avec des années d'action, pas 2 semaines de larmes. Je suis sortie du café. Il ne m'a pas suivie. Mars 2025, 6 mois après la coupure de courant. J'étais au domaine, en train de tailler les rosiers que Gérard avait plantés. Le soleil de l'après-midi était chaud sur mon dos, mais c'était une bonne chaleur, la sueur du travail honnête. Marlène était dans la cuisine en train de faire du café. L'odeur flottait par la fenêtre, se mélangeant au parfum des fleurs. Mon portable a sonné. Victoria. Salut, ma chérie. Maman, j'arrive avec les enfants. Je serai là dans 1 heure. J'apporte quelque chose? Juste vous. J'ai déjà fait un gâteau au yaourt. Parfait. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai raccroché en souriant. Victoria était devenue ma partenaire pour les week-ends au domaine. Elle, Romain et mes petits-enfants Léo et Mia venaient chaque semaine. Nous cuisinions ensemble, jouions au foot, regardions des films sur la terrasse. Le domaine était redevenu une maison, pas un cimetière de griffes. La procédure contre Daniel était toujours en cours. L'audience de conciliation était prévue dans 2 mois. Maître Lefebvre pensait qu'il proposerait un arrangement. Je n'avais toujours pas décidé si j'accepterais. Amandine avait complètement disparu. J'ai entendu dire qu'elle était retournée en province, vivait chez ses parents et était poursuivie pour dette.
Son divorce d'avec Daniel a été finalisé en 45 jours. Il n'a rien contesté, n'a rien demandé. Il voulait juste en finir. Et Daniel? Ah, Daniel. Les 2 premiers mois, il a appelé tous les jours. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé des messages. Je les ai lus, mais je n'ai pas répondu. Il a déposé les 25 000 € pour les dommages, envoyé la confession notariée, remboursé toutes les dettes qu'Amandine avait accumulées à son nom. Au 3e mois, il a cessé d'appeler tous les jours. Il a commencé à envoyer un message par semaine. Simple. Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Tu me manques. Je le lisais, mais je ne répondais toujours pas. Au 4e mois, il s'est présenté à la porte de mon appartement à l'improviste avec un bouquet de marguerites, mes fleurs préférées. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Salut, maman! Salut! » Un silence gêné. Je voulais juste t'apporter ça et te dire que je comprends si tu ne me pardonnes jamais, mais je vais passer le reste de ma vie à essayer de mériter une seconde chance. J'ai pris les fleurs. Merci. Il a attendu, espérant que je dirais plus. Je ne l'ai pas fait. Bon, eh bien, je vais y aller. Au revoir, maman. Au revoir, Daniel. J'ai fermé la porte, j'ai mis les fleurs dans un vase et j'ai pleuré. Parce que pardonner est difficile. Parfois, ça fait plus mal que de garder rancune. Au 5e mois, Victoria est venue me parler. Elle était sérieuse. « Maman, il faut que je te parle de Daniel. » Mon estomac s'est noué. « Il va bien? Il s'est passé quelque chose? » Il est différent. Il a commencé une thérapie 3 fois par semaine. Il fait du bénévolat dans une maison de retraite. Il a vendu sa voiture de luxe et en a acheté une simple à déménager dans un appartement plus petit. Maman, il se reconstruit. Je suis restée silencieuse en train de traiter l'information. Et il t'a demandé de me dire ça? Non, il m'a fait jurer de ne pas le faire. Il a dit qu'il ne veut pas que ça ressemble à de la manipulation, qu'il veut que tu lui pardonnes quand et si tu le veux, sans pression. Cela m'a touchée d'une manière inattendue. Alors pourquoi me le dis-tu? Victoria m'a pris la main. Parce que tu es ma mère et je te vois souffrir. Je te vois regarder ton téléphone, attendre son message. Je te vois garder les fleurs qu'il apporte. Maman, tu veux lui pardonner. Tu as juste peur. Elle avait raison. J'avais peur. Peur de pardonner et d'être à nouveau blessée. Peur d'ouvrir la porte et de découvrir que c'était un piège. Victoria, je ne sais pas si je peux. Tu n'as pas besoin de le savoir tout de suite. Pense-y, c'est tout. Parce que c'est ton fils et tu es sa mère. Et je sais que ça vous fait mal à tous les deux. Elle est partie, me laissant seule avec mes pensées. Et cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé. « Daniel, il y a un déjeuner au domaine dimanche. Midi. Ne sois pas en retard. » Je l'ai envoyé avant de pouvoir changer d'avis. La réponse est arrivée en 30 secondes. Je serai là, maman. Merci. Et maintenant, 6 mois après la coupure de courant, j'étais là, à tailler des rosiers, attendant l'arrivée de ma fille, attendant que dimanche arrive. Parce que pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie donner une chance de reconstruire, avec des limites, avec prudence, mais avec espoir. La sonnette du portail a retenti. Victoria était là. Je suis allée ouvrir avec un cœur plus léger. Léo et Mia ont couru hors de la voiture et m'ont serré dans leurs bras avec cette énergie enfantine qui guérit toute blessure. « Mamie, on a apporté un nouveau ballon. On joue! Allons-y! » Cet après-midi-là, nous avons joué au foot. Nous avons pique-niqué à l'ombre du vieux chêne. Victoria m'a aidé à planter de nouvelles herbes aromatiques dans le jardin. Et alors que le soleil commençait à se coucher, nous nous sommes tous assis sur la terrasse. Moi, Victoria, Romain, Léo, Mia, sirotant du thé glacé, regardant le ciel devenir orange. « Mamie, » a demandé Léo, « tonton Daniel vient vraiment dimanche? » « Il vient. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Je sais, mon chéri, ça fait un moment. Tu es toujours en colère contre lui? » J'ai regardé mon petit-fils, ses yeux innocents, et j'ai répondu honnêtement. Plus maintenant. Je suis fatiguée d'être en colère. Maintenant, je veux juste la paix. Mia, qui a 7 ans, est montée sur mes genoux. Mamie, ma maîtresse dit que pardonner, c'est comme ranger sa chambre. On se débarrasse du désordre pour mieux vivre. J'ai souri. Je l'ai serrée dans mes bras. Ta maîtresse est très sage. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré,
Je suis restée seule sur la terrasse, à regarder les étoiles, ayant une conversation silencieuse avec Gérard. Mon chéri, je pense que je fais ce qu'il faut. Je pense que tu approuverais. Je sais que tu as toujours dit que la famille est sacrée, mais tu m'as aussi appris que le respect est le fondement de tout. Alors, j'essaie d'équilibrer les deux. Pardonner, mais ne pas oublier. Reconstruire, mais avec des limites. Le vent a fait bruisser les feuilles du chêne. C'était comme une réponse. J'ai souri. Je me suis levée, j'ai fermé la maison. Dimanche arrivait, et avec lui, une nouvelle chance. Je ne savais pas comment ce serait, je ne savais pas si ça marcherait, mais je savais que je devais essayer. Parce que l'amour d'une mère ne meurt pas. Il apprend, mûrit, se transforme. Et j'avais appris la leçon la plus difficile de toutes. Aimer, ce n'est pas tout permettre. C'est savoir quand dire non et savoir quand dire oui. Dimanche, midi, la table était mise. Ce serait un nouveau départ fragile, prudent, mais réel. Et parfois, c'est suffisant. Dimanche, 11h45. J'étais dans la cuisine en train d'assaisonner un rôti quand j'ai entendu une voiture à l'entrée. Mon cœur a battu la chamade. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier. J'ai pris une profonde inspiration. Par la fenêtre, j'ai vu Daniel sortir de sa voiture. Un jean simple, une chemise blanche, un bouquet de fleurs à la main. Pas des fleurs chères d'un fleuriste. C'était le genre qu'on achète au marché, coloré, simple, honnête. Il s'est arrêté devant la porte, hésitant, comme s'il demandait silencieusement la permission d'entrer. Je suis allée à la porte. Je l'ai ouverte. Nous sommes restés là, à nous regarder. Mère et fils. Deux étrangers essayant de se reconnaître après la tempête. « Salut, maman. »« Salut, mon fils. Entre. » Il est entré lentement, regardant tout comme s'il le voyait pour la première fois, ou comme s'il avait peur que tout disparaisse. « C'est pour toi. Merci. Je vais les mettre dans l'eau. » Pendant que j'arrangeais les fleurs dans un vase, il se tenait dans le salon, les mains dans les poches, mal à l'aise. « Assieds-toi, Daniel. Ne reste pas planté là. » Il s'est assis sur le bord du canapé. Comme un invité, pas un fils. J'ai apporté 2 verres de jus de fruits de la passion. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui. Silence. C'est lui qui l'a brisé. Maman, j'ai répété ce moment 1000 fois, mais maintenant que je suis là, je ne sais pas par où commencer. Commence par où tu peux. Sans fioriture, juste la vérité. Il a hoché la tête, a pris une profonde inspiration. J'ai passé ces 6 mois à me déconstruire, à aller en thérapie, à comprendre où j'ai mal agi. Et maman, j'ai eu tort sur toute la ligne. Dans mon inaction, dans ma lâcheté, en choisissant d'être aveugle à la manipulation. J'ai placé une femme que je connaissais à peine au-dessus de la mère qui m'a donné la vie. J'ai écouté en silence. Et le pire, c'est qu'au fond de moi, je le savais. Je savais que j'avais tort. Mais c'était plus facile de faire comme si de rien n'était. C'était plus confortable de te reprocher d'être difficile que d'admettre que j'étais un fils horrible. Sa voix s'est brisée, mais il n'a pas pleuré. Il a juste continué. Je ne suis pas venue ici pour te demander d'oublier. Je sais que tu ne peux pas l'oublier. Je suis venue demander une chance de prouver que j'ai changé, que je comprends, et que je ne laisserai plus jamais personne te manquer de respect. Pas même moi-même. Je l'ai juste regardé. Cet homme de 43 ans qui ressemblait à nouveau au garçon de 8 ans que je connaissais. Humble, honnête, vulnérable. Daniel, tu m'as blessée d'une manière que je ne savais même pas possible. Tu m'as fait me sentir jetable, invisible, comme si 43 ans de dévouement ne signifiaient rien. Je sais, mais... J'ai levé la main. J'ai aussi appris quelque chose pendant ces 6 mois. J'ai appris que garder rancune me fait plus de mal qu'elle ne te punit. J'ai appris que l'amour d'une mère ne disparaît pas comme ça, mais qu'il a besoin de respect pour survivre. Et j'ai appris que le pardon n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Il a levé les yeux, plein d'espoir. Alors, oui, je te pardonne. Les larmes qu'il avait retenues ont finalement coulé, silencieuses, lourdes. Mais je suis restée ferme. Pardonner ne signifie pas revenir à ce qui était avant. Cela signifie reconstruire quelque chose de nouveau, avec des limites, avec la vérité, avec le respect. Si tu franchis à nouveau ces limites, il n'y aura pas de 3e chance. Il a hoché la tête désespérément. Je ne le ferai pas, je le jure. Et il y a encore une chose. Je me suis levée, je suis allée à mon sac et je suis revenue avec un papier. Le testament reste tel quel. Le domaine va à Victoria et à l'Institut. Ça ne change pas.
J'ai vu la douleur traverser son visage, mais il l'a ravalée. Il l'a acceptée. Je comprends, et je le mérite. Je ne suis pas venue ici pour un héritage, maman. Je suis venue parce que je ne supporte plus de vivre sans toi. C'est cette phrase qui m'a brisée. Je me suis levée, je suis allée vers lui, et enfin, après 6 mois, j'ai serré mon fils dans mes bras. Il s'est effondré dans mes bras, pleurant comme un enfant, et j'ai pleuré avec lui. Parce que pardonner fait mal, mais ne pas pardonner fait plus mal encore. Nous sommes restés là je ne sais combien de temps. Je sais seulement que lorsque nous nous sommes séparés, quelque chose avait changé. Le poids avait disparu. Allez, faisons le déjeuner ensemble. Dans la cuisine, il a coupé des légumes pendant que je préparais les accompagnements. Nous avons parlé de sa thérapie, de son bénévolat à la maison de retraite, de la façon dont il avait découvert à quel point sa vie était remplie de choses superficielles. Tu sais ce qui est drôle, maman? Je pensais que le domaine était une question de bien, mais ce n'est pas le cas. C'est une question d'appartenance. C'est avoir un endroit qui t'accepte, qui contient ton histoire. Et j'ai failli détruire ça. Failli. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que je ne t'ai pas laissé faire. Il a souri. Tu es trop forte. Je ne suis pas forte. J'en ai juste eu marre d'être un paillasson. À 13h, Victoria est arrivée avec sa famille. Quand elle a vu Daniel, elle s'est arrêtée, m'a regardée. J'ai hoché la tête pour lui dire que tout allait bien. Elle a couru et a serré son frère dans ses bras. Tu m'as manqué, idiot. Toi aussi tu m'as manqué, Vic. Léo et Mia, timides au début, se sont vite accrochés à leur oncle. Daniel a joué au foot avec eux, a raconté de mauvaises blagues, a fait des grimaces. Il était redevenu l'oncle qu'il connaissait. Pendant le déjeuner, nous nous sommes tous assis à la table sur la terrasse, mangeant du rôti, des salades, riant, nous remémorant de vieilles histoires. À un moment donné, j'ai regardé autour de moi. Mes enfants, mes petits-enfants, ma table abondante, mon domaine vivant, et j'ai senti Gérard là, dans la brise, dans l'odeur du vieux chêne, dans le soleil qui frappait le bois de la table qu'il avait fabriqué. Victoria a levé son verre. Un toast. À la famille, au nouveau départ, et à la mère la plus courageuse que je connaisse. Tout le monde a levé son verre. Daniel m'a regardé. À toi, maman? Pour nous avoir appris que l'amour a des limites, et que les limites sont de l'amour. Nous avons trinqué. Et à ce moment-là, j'ai compris. Le domaine n'était pas seulement de la terre. C'était une leçon. Sur la dignité, sur le fait de ne pas se laisser effacer, sur le pardon sans s'effacer soi-même. Après le déjeuner, nous sommes restés sur la terrasse à regarder le coucher du soleil. Daniel s'est assis à côté de moi dans un silence respectueux. « Maman, je peux te demander quelque chose? » « Tu peux. Pourquoi m'as-tu donné cette chance, même après tout? » Je l'ai regardé, cet homme que j'avais mis au monde, qui m'avait blessé, mais qui était aussi revenu. Parce qu'un enfant n'est pas jetable, Daniel. C'est une responsabilité à vie. Et parfois, aimer, c'est les laisser tomber pour qu'ils apprennent à se relever. Tu es tombé, mais tu t'es relevé. Et ça compte. Il m'a pris la main. Merci. Ne me remercie pas. Respecte-moi. Pour le reste de ta vie. Je le ferai. Promis. Nous sommes restés là jusqu'à ce qu'il fasse nuit, regardant les étoiles apparaître une par une, comme nous le faisions toujours quand il était petit. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié ce que c'était de ressentir. L'espoir. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle était longue, je sais qu'elle était douloureuse, mais elle devait être racontée. Parce qu'il y a tellement de femmes qui vivent ce que j'ai vécu, qui sont manquées de respect par les personnes qui devraient les protéger, qui sont manipulées, exclues, effacées. Et je veux que vous sachiez, vous n'avez pas à l'accepter. Le respect n'est pas une option. La dignité n'est pas négociable. Et un amour qui fait mal n'est pas de l'amour. C'est une cage. J'ai appris que la générosité sans limite devient de l'abus. Le pardon sans justice devient la permission de vous blesser à nouveau. La famille n'est pas une question de sang, c'est une question de respect. Une mère n'est pas un paillasson, c'est un être humain avec des droits. Parfois, aimer, c'est savoir quand dire non. Aujourd'hui, 6 mois après la coupure de courant, ma vie n'est pas revenue à ce qu'elle était. Elle est meilleure. Parce que maintenant, j'ai quelque chose que je n'avais pas avant, des limites. Daniel continue de prouver qu'il a changé jour après jour. Et je l'observe, avec amour, mais aussi avec prudence. Le domaine reste à moi, et il restera à moi, parce que j'ai mérité chaque centimètre carré. Et vous? Permettez-vous à quelqu'un de vous effacer? Acceptez-vous le manque de respect au nom du maintien de la paix?
Parce que j'ai découvert quelque chose. La vraie paix ne vient pas du silence, elle vient de la justice. Alors, si cette histoire vous a touché, laissez-moi vous poser une question. Qu'avez-vous besoin d'éteindre dans votre vie pour retrouver votre lumière? Pensez-y, parce que personne ne mérite de vivre dans le noir. Je suis Hélène. J'ai 68 ans. Je suis veuve, mère, grand-mère, propriétaire, et l'auteur de ma propre histoire. Tout comme vous devriez l'être de la vôtre. Si ce témoignage vous a marqué d'une quelconque manière, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Laissez un j'aime si vous croyez que la dignité n'est pas négociable. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des histoires réelles de personnes qui se sont relevées quand tout le monde pensait qu'elles tomberaient. Parce que la vie, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever la tête haute. À la prochaine histoire. Et rappelez-vous, votre lumière est à vous. Personne n'a le droit de l'éteindre. Fin.